Vous savez, il y a des voyages qui sont bien plus qu'un simple déplacement. C'est une véritable ascension, à la fois physique et on pourrait dire philosophique. Pensez à ça, un lieu, là-haut, perché au-dessus des nuages, qui nous pousse à regarder le monde en bas, mais surtout, et c'est ça le plus important, le monde à l'intérieur de nous. Le paradoxe, il est juste saisissant. Regardez, en bas on a Genève, une métropole internationale, hyper active, le cœur de la finance, de la diplomatie, ça n'arrête jamais. Et juste au-dessus, mais vraiment juste au-dessus, on trouve un lieu de silence, un lieu d'introspection qui date de millénaires. C'est une rencontre totalement improbable et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors le voyage, il ne commence pas quand on arrive en haut. Non, non, il commence bien avant. Il commence par une marche. Le fait de grimper le mont Salève, ce n'est pas juste un moyen de transport, si on veut. C'est vraiment la toute première étape du processus. C'est une préparation mentale. Et c'est une expérience quasi universelle en fait pour quiconque a déjà fait une rando un peu exigeante. Quand le corps est à l'effort, quand chaque bouffée d'air est précieuse, eh bien l'esprit, il n'a plus vraiment le luxe de s'éparpiller dans tous les sens. Tout ce bruit mental, il se calme. Et il ne reste que l'essentiel, le pas, le souffle, l'instant présent. Et puis, une fois là-haut, avec l'esprit un peu plus aéré, on le découvre. Il n'y a pas de grands panneaux clignotants, hein. Pas de pub. Ce monastère, il ne crie pas « Regardez-moi ». Non, il est juste là, discrètement. Il attend qu'on le trouve. Et là, attention, le contraste est absolument saisissant. De l'extérieur, on voit un bâtiment, bon, ça ressemble presque à un chalet, un hôtel d'altitude un peu classique. On pousse la porte, et là, on bascule dans un autre monde. C'est une explosion de couleurs, il y a une statue de Bouddha immense, une atmosphère de sérénité qu'on peut presque toucher. C'est comme une porte vers une autre dimension, cachée dans une coquille toute simple. Mais attention, derrière cette façade un peu simple se cache une légitimité vraiment très très sérieuse. Il a été inauguré par le Dalai Lama en personne. C'est on peut dire une reconnaissance au plus haut niveau spirituel. Et en plus, il a le statut officiel de congrégation en France. Ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout face à une petite initiative amateur, loin de là. Et le nom qu'il lui a donné, eh bien, ce nom dit tout. Le jardin de la roue du Dharma pour l'éducation et la pratique. Ce n'est pas juste un lieu de prière, vous voyez, c'est un jardin. Un jardin où l'on cultive quelque chose grâce à l'étude et à la pratique. Le mot vraiment important ici, c'est éducation. On vient là pour comprendre, pas juste pour croire. Bon, maintenant, rentrons un peu dans le système d'exploitation philosophique de l'endroit. Ce monastère, il appartient à l'école Gélugue. C'est une tradition qui insiste beaucoup sur la clarté, la logique et une discipline de l'esprit assez rigoureuse. Et on parle d'une technologie de l'esprit. Le mot est choisi exprès. Il est presque provocateur. Technologie. Ça démystifie complètement l'approche, en fait. On sort du domaine de la foi aveugle pour entrer dans celui de l'outil, de la méthode, d'un protocole. C'est une approche presque scientifique de sa propre conscience. C'est fascinant. Et tout en haut de cette fameuse technologie de l'esprit, il y a un concept central, mais qui est très très souvent mal compris. C'est l'idée de vacuité. Alors, la vacuité, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la question. Et ça vaut vraiment le coup de s'arrêter dessus parce qu'on est au cœur même de cette philosophie. Ok. Le point le plus important, c'est d'abord de balayer le plus gros malentendu. La vacuité, ça ne veut pas dire que rien n'existe. Ce n'est pas le néant, ce n'est pas du nihilisme, pas du tout. C'est une vision bien plus fine que ça. C'est l'idée que tout, absolument tout, est un immense réseau d'interconnexions en changement constant. Rien n'existe de manière isolée par soi-même. Cette image des drapeaux de prière, elle illustre ça à la perfection. Bien sûr que les drapeaux existent. Mais pour qu'ils existent en tant que drapeaux qui flottent, il leur faut quoi? Il leur faut du tissu, oui, mais aussi du vent, de la lumière, un support. Leur existence même dépend de plein d'autres choses. Ils n'ont pas d'essence fixe, indépendante. Ils sont le résultat d'un tas de conditions qui changent en permanence. Eh bien, l'idée, c'est que pour tout le reste, c'est pareil. Bon, tout ça, c'est très intéressant, mais la question, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là qu'on passe de la belle théorie à la pratique. Et le vrai terrain de jeu, attention, ce n'est pas le petit coussin de méditation confortable, non. C'est la vie de tous les jours. Le but, ce n'est vraiment pas de se créer une petite bulle de calme pour fuir la réalité. C'est même tout l'inverse. L'idée, c'est de se servir de chaque interaction, de chaque moment de frustration, de chaque petite joie, comme d'une opportunité. Une opportunité de mettre cette compréhension à l'épreuve. Notre quotidien, en fait, devient notre propre laboratoire. Parce que c'est là le vrai test. Être zen dans un temple magnifique, c'est assez facile. Mais arriver à garder ne serait-ce qu'une miette de cette clarté au milieu du chaos, dans les embouteillages, au boulot, quand on est crevé face à une remarque qui nous agace, bref, dans ces situations qu'on connaît absolument tous, c'est là que la pratique prend vraiment tout son sens. Et petit à petit, avec la pratique,
il y a quelque chose qui change. Cette idée d'un moi solide, rigide, elle commence à s'assouplir. On dirait qu'un petit espace se crée, un espace entre celui qui observe et le flot continu des pensées. Les pensées ne sont plus des ordres à suivre aveuglément, elles deviennent juste des événements mentaux. Et les émotions, on les ressent toujours, bien sûr, mais elles ne sont plus des verdicts qui nous condamnent. Finalement, quand on redescend, on se rend compte que la vue qu'on avait depuis le sommet, c'est aussi une nouvelle perspective qu'on a gagnée à l'intérieur. Mais il y a un dernier avertissement, et il est crucial. C'est un garde-fou absolument essentiel. La spiritualité, ça ne doit jamais devenir une nouvelle décoration pour l'ego. Si la pratique commence à nous faire sentir supérieur, spécial ou plus éveillé que les autres, alors là on s'est complètement planté de chemin. Le but, c'est la liberté intérieure, pas un nouveau statut social ou spirituel. C'est le grand piège de ce qu'on appelle l'ego spirituel. Alors, au bout du compte, à quoi ça sert un voyage comme celui-là? Que ce soit en haut d'une vraie montagne ou au plus profond de soi? La réponse, ce n'est peut-être pas celle qu'on attendait. Et dans notre monde qui est obsédé par les réponses immédiates, les solutions miracles, cette idée-là, elle est presque subversive. Le but, ce n'est pas de repartir avec des certitudes en béton, mais avec des questions plus affûtées, plus profondes. Et c'est peut-être ça, au fond, le véritable enseignement.